Dans le monde du manga, on trouve souvent des petites perles, des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais avec Masato Issa, c'est tous les codes du manga qui sautent. Quand on regarde sa bibliographie, on s'aperçoit qu'il publie un obscur manga avec un ours travaillant pour la mafia. Il gagne le prix du meilleur mangaka débutant du magazine Afternoon de Kodansha, puis commence à publier Grateful Dead dans le magazine Z de Kodansha. Il continue à Jabberwocky, l'histoire d'une héroïne alcoolique et des dinosaures qui contrôlent le monde en sous-marin. Un pitch et un graphisme qui ont tapé dans l'œil de Stéphane Ferrand, l'éditeur manga de Glénat. Vous voyez la couverture, vous voyez un truc hyper flashy, et ça éclate sur le mètre linéaire du libraire. Vous prenez l'ouvrage, vous l'ouvrez, vous voyez le style graphique, immédiatement il y a quelque chose qui interpelle. Cette capacité à attraper l'œil en une image ou en une page ou même simplement sur le dessin de Lily Apricot de la couverture, qui parle au cerveau des gens, qui les interpelle. Et fatalement, je l'ai acheté à ce moment-là, je vous dirais quasiment même pour moi, déjà, personnellement. Et puis voilà, avec une ambition éditoriale, parce que je pense que ce titre pouvait très bien coller en France. Après avoir fait Jabberwocky, Masato Issa affine son trait et son découpage et publie Area 51 dans le Comic Cat Bunch de Shinchosha. Cette fois-ci, il raconte l'histoire d'une détective privée survoltée, évoluant dans un monde où monstres et mythes légendaires prennent vie, l'Area 51. Vladimir Labaer, l'éditeur manga de Casterman, se souvient de sa rencontre avec le manga. Area 51, c'était une découverte, surprise, un énorme coup de cœur, coup de foudre même immédiat. Je vais voir un éditeur japonais de manga qui s'appelle Shinchosha. Donc il me sort un truc, 7 tomes, il y avait 7 tomes à l'époque sur Area 51. Et là je feuillette, j'étais avec Benoît Mouchard, directeur éditorial de Casterman BD. On prend chacun des tomes, on feuillette, on se regarde, on fait putain, graphiquement c'est juste mortel quoi. C'est du manga comme on n'en a jamais lu, comme on n'en a jamais vu. C'est super lisible, c'est évident, il y a de l'action à gogo, en même temps c'est élégant, il y a plein de monstres, enfin c'est waouh quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi on n'en a jamais entendu parler jusqu'à présent? L'auteur se faisait discret, mais à force de travail, il réussit à se créer son propre style, proche de Frank Miller, l'auteur de Sin City, avec ses histoires singulières et son graphisme atypique. Premier contact, évidemment, tu feuillettes les tomes de Area 51, t'es saisi par le graphisme, t'aimes ou t'aimes pas, en général t'aimes, parce qu'il y a une vraie élégance, il y a un usage du noir et du blanc, donc il lorgne du côté des comics, mais voilà, il y a une évidence dans le graphisme, il y a de l'élégance, il y a de la classe. Ça franchit des trames, la narration est complètement recomposée, voire parfois totalement surprenante. Il s'affranchit également du travail de mise en page académique et plan-plan pour faire des travaux sur double page réorientés avec fisheye, enfin vraiment du travail assez impressionnant. Beaucoup d'action, beaucoup d'humour, chose très importante. Il y a un fil rouge vraiment très important. C'est pas juste une enquête qui succède à l'autre, etc., etc. On n'est pas dans le schéma par épisode qui peut avoir ce côté répétitif qui peut lasser sur la durée. Quelque part, avec Masato Issa, on revient via le steampunk, etc. On revient vers l'aventure. Masato Issa, tu sens qu'il a, oui, clairement un intérêt, en tout cas au minimum, et un goût assez prononcé, je pense qu'on pourrait même dire, pour le polar, le film noir, parce qu'il en maîtrise les codes et il les réinterprète à sa sauce. C'est-à-dire au-delà de la capacité à reprendre des éléments historiques et à les retravailler, je pense que ce qui est jouissif, c'est sa capacité à s'en affranchir. Que ce soit dans la présence de tous les monstres, tous les dieux, il les réinterprète à sa façon. C'est pas juste, tiens, je vais prendre lui dans telle religion, lui dans telle légende et les coller dans mon truc. Non. Déjà, il y a un chara design qui est super impressionnant à chaque fois, parce qu'il prend des éléments que tout le monde connaît de la représentation de telle ou telle divinité, mais il crée son propre personnage, il le réinvente. Et cette capacité à casser les limites et à dépasser un petit peu l'attendu, y compris dans les notions historiques, donc à imaginer que une orbe est en fait un œuf de dragon ou des choses comme ça, c'est ce qui est la richesse principale de Issa et de la génération derrière lui, parce qu'on prend des ouvrages de ces gens et on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. Pour la petite anecdote, quand je traduisais le tome 3, je bloquais sur une phrase en fait. Et c'est un truc tout bête, c'est un détail vraiment infime, mais quand tu traduis un manga, voilà, bien évidemment que tu veux traduire de la manière la plus parfaite qui soit.
Et là, pour la petite info, c'est McCoy sur son bureau a un calendrier. Et là, je vois une phrase incompréhensible, genre du charabia. Je cherche partout, bon merci internet, mais là pour le coup pas merci tant que ça parce que je trouve rien du tout. Et là je contacte l'auteur en fait. Je lui dis bon salut, je suis ton éditeur français et traducteur, là je bloque sur un petit point de détail, mais quand même ça m'a l'air important parce que tu l'as mis dans ton manga, donc faut qu'on le traduise. Il me dit bah ok vas-y demande-moi, y a pas de problème. C'est sur le calendrier que McCoy est sur son bureau, je vois pas. Et il me dit ah ouais non là c'est un peu chaud, je suis allé un peu loin, en fait c'est une réplique qui intervient à telle minute du film Evil Dead 2. Je vais prendre mon DVD d'Evil Dead 2, je regarde, je fais ah d'accord. Et puis là j'ai trouvé c'était une incantation, une malédiction que t'entends dans Evil Dead 2. C'est le genre d'auteur typiquement qui pousse un éditeur à se poser des questions en termes de fabrication, en termes de format, en termes de tout. C'est un vrai terrain de jeu pour un éditeur. Lorsqu'on interroge les différentes librairies comme La Dimension Fantastique ou Ayaku Shop, les avis sont bien partagés sur le Jabberwocky. Alors Jabberwocky, quand je l'ai ouvert, déjà ce qui m'a surpris c'est le style graphique. Je me suis retrouvé à voir du Frank Miller, à voir du Sin City, à voir cet ancrage noir. Au début j'étais assez intrigué, avec une couverture assez flashy, un pitch assez fou. Puis après c'est son découpage, assez atypique. Et puis finalement, dès le premier tome, on rentre dans l'histoire, on se laisse avoir par cette tueuse alcoolique. Qui ressemble dans l'esprit à Fujiko dans Lupin, espèce de Mata-Hari qui espionne, qui essaie de découvrir un secret, un mystère. Qui nous entraîne dans des aventures complètement farfelues. Et puis après, quand on découvre que tout se passe en partie en Russie, et puis surtout la famille des dinosaures, on se dit des dinosaures humanoïdes, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis en fin de compte, c'est un vrai thriller. Avec beaucoup d'action, pas mal de trahison. Moi j'ai vraiment apprécié ce titre, en tout cas ce premier tome m'a tout de suite posé les bases d'une vraie aventure. On sent encore un côté un petit peu brouillon au niveau de l'effet noir et blanc, parce qu'il a quand même son style qui est vraiment propre à lui, mais ça laisse présager de très très bonnes choses. Alors que sur Area 51, elles sont unanimes. Alors Area 51, déjà le pitch est vraiment excellent. On est plus dans un esprit X-Files, voilà, c'est quelque chose qui est littéralement différent de Jabberwocky. Moins farfelu. Beaucoup plus clair graphiquement, c'est-à-dire que moins sombre en termes d'ancrage, donc peut-être plus facile à lecture. On peut faire un parallèle aussi à Kaneko, pour ceux qui connaissent, avec Bambi, et c'est le genre d'aventure qui tout de suite est prenante. Là tout de suite j'ai pas tout de suite accroché, on va dire. Je suis pas encore, j'ai pas toutes les bases, mais bon c'est un titre qui me paraît quand même plus que correct. L'auteur dans Jabberwocky m'a convaincu, alors pourquoi pas faire aussi Area 51, moi ça me parle. Depuis que j'ai découvert cet auteur, déjà c'est rare d'avoir en si peu de temps autant de parutions d'un même auteur, et je pense que je vais le suivre avec attention parce que son style se peaufine, et puis j'aime bien le côté à avoir son graphisme propre et qui ressemble pas du tout aux autres. En tout cas, 2015 est une année Issa, car elle continue de publier dans le comic Earthstar de Earthstar Entertainment un manga appelé Nobunagen. Celui-ci a été adapté en un animé de 12 épisodes et fut diffusé au Japon. Il prépare même une suite à Jabberwocky 1914. Masato Issa est un auteur prolifique qui ne présage que du bon. D'ailleurs, il fait partie de la nouvelle génération de mangaka qui se fait petit à petit une place dans l'univers du manga. Non déplaise à Stéphane Ferrand qui a son avis là-dessus. Ça vaut vraiment le coup de soutenir, je pense, aussi la nouvelle génération des auteurs de manga. Ils sont des gens fort intéressants, culturellement transversaux, et qui nous parlent, parce que quelque part, eux c'est nous, c'est la même génération, hein, on est sur la même planète somme toute. Et dans une culture mondialisée, ce qu'on produit à un bout de la planète parle d'autant plus facilement à tout le monde.